Bonjour Dimitri Carbonel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes un habitué de nos débats dans Smart Impact. Heureux de vous accueillir ici comme invité, le fondateur de Livosphère, agence de conseil en innovation durable. Est-ce que vous diriez que c'est devenu une priorité stratégique aujourd'hui chez vos clients ? Oui, c'est devenu une priorité parce qu'auparavant, il y avait cette vision de l'innovation pour innovation. Petit à petit, les entreprises ont commencé à prendre conscience que l'innovation, entre guillemets, avait des impacts notamment environnementaux et donc font beaucoup plus la balance sur quel est l'intérêt effectivement positif de certains nombres de technologies d'innovation, mais aussi quels sont les impacts négatifs. Et derrière, c'est vraiment de faire la balance entre les deux. Ouais. Est-ce que c'était difficile ? Vous l'avez créé quand, Livosphère ? Alors, c'est en 2014. 2014. Est-ce que c'était difficile de convaincre il y a 7 ans, si on fait un 7-8 ans, un comparatif, parce que souvent la stratégie RSE c'était un peu l'image, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez senti aussi cette bascule ? Alors c'est fait au fur et à mesure, et puis même moi-même, je vais être tout à fait honnête, au début j'étais vraiment sur les technologies, l'Internet des objets, et j'ai basculé il y a à peu près plus de 2 ans. Et ce qui fait que ça a basculé, c'est parce que, il y a une conscience de plus en plus forte, mais de l'autre côté, et ça c'est l'approche que j'ai, c'est pas de dire uniquement tiens c'est mal ce que vous faites, non, c'est comment on peut aligner un intérêt notamment d'entreprise avec un intérêt de l'environnement durable, notamment la réduction par exemple de l'utilisation d'un certain nombre de matières, c'est aussi un impact positif même sur les finances et les coûts de l'entreprise. Alors on est ensemble pour parler des enjeux de durabilité du secteur du numérique et je vous propose quelques chiffres pour démarrer sur les émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, c'est 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une empreinte carbone qui pourrait doubler d'ici 2025. Ça, c'est le constat général qui est fait par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Dimitri, qu'est-ce qu'il y a la plus lourde part dans ce bilan ? Les objets ? Oui, en fait, c'est vraiment, il y a 3 phases. Il y a toute une première phase qui est la fabrication des objets. Il y a la phase de l'utilisation, après ce qu'on appelle les fins de vie. Et donc, la fabrication correspond grosso modo à 75%. Notamment, c'est lié à l'extraction de matières premières, mais aussi toute l'énergie qui est utilisée. Et puis après, il y a effectivement l'usage qui est une vingtaine de pourcents. Puis après, il y a aussi une deuxième manière aussi de scinder. C'est entre, d'un côté, tout ce qui est ce qu'on appelle les terminaux, donc les télés, les smartphones, etc. Ensuite, il y a toute la partie réseau et data center. Et là encore, c'est plutôt les objets en eux-mêmes qui représentent la majeure partie en fait des impacts. Il faudrait qu'on fasse le calcul pour chacun de nous, mais c'est combien d'équipements connectés par foyer à peu près ? Quoi les... Oui, alors en France, on en a beaucoup plus qu'ailleurs. En France, on a environ 15 objets électroniques connectés, alors qu'en Europe, c'est 9. Je crois sur le plan mondial, c'est environ 8. Donc ça montre effectivement à quel point on a ce type d'objet et à la responsabilité que l'on a. Oui, la responsabilité notamment sur le remplacement des objets. Notamment, on a pris cette habitude, alors on a bien voulu se la créer, sur nos téléphones, si on prend les smartphones par exemple. On les remplace alors qu'ils marchent encore très bien, quoi. Oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que l'ADEME a demandé à un certain nombre de Français s'ils remplaçaient leur téléphone alors qu'il fonctionnait encore. Et 88% disent que oui. 88%, c'est vraiment beaucoup. Donc, moi, je suis dedans. Oui, non, mais et en fait, je pense après, c'est en train d'évoluer. Mais le fait d'avoir le réflexe de se dire, bon, je remplace mon téléphone quand il ne fonctionne plus, quand il n'est plus réparable, c'est un réflexe à avoir de plus en plus. Quels seraient les bons leviers pour réduire cette empreinte numérique ? Alors, la première chose, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement. C'est plutôt que, bien sûr, attendre que son téléphone ne fonctionne plus, ou soit vraiment les batteries ne fonctionnent plus, etc. Et potentiellement le faire réparer. 2, ensuite, c'est vraiment de prendre plutôt des objets qui sont reconditionnés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'ADEME a mis en place une plateforme qui s'appelle, je crois que c'est plus long, longue vie aux objets, me semble-t-il. C'est ça, longuevieauxobjets.gouv.fr. C'est l'adresse exacte. Et qui a justement pour objectif de montrer beaucoup de solutions pour réutiliser ces objets, peut-être trouver des acteurs où on peut acheter justement ces objets reconditionnés. Et quand même un point qui est important, c'est qu'il faut
éviter ce que moi j'appelle l'effet Vinted, c'est-à-dire que, tiens, j'achète un téléphone par exemple, et puis au bout de 6 mois, je le remplace par un nouveau. En fait, il faut garder... En me disant, ah bon, c'est pas grave, c'est un téléphone reconditionné, quoi. C'est un téléphone reconditionné, et puis de l'autre côté, c'est pas grave parce que tout à l'heure, comme je l'ai revendu assez cher, j'ai les moyens de m'en repayer un nouveau très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un effet auquel il faut faire très attention et garder longtemps ces objets, et puis après, effectivement... Il y a aussi un autre levier qui est l'indice de réparabilité des objets. Alors là, c'est intéressant parce que la législation vient de changer. Oui, parce qu'on a l'obligation, enfin les fabricants ont l'obligation d'avoir cet indice de réparabilité qui n'est pas parfait, mais qui a un certain nombre de critères sur est-ce que c'est facile de réparer, quels sont le coût des matières, des pièces de rechange, etc. Et là, pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut que les consommateurs en soient familiarisés, mais la deuxième chose, c'est qu'on mette en place une infrastructure pour facile. Quand je dis infrastructure, c'est un réseau en fait de réparateurs à des coûts qui soient abordables pour les consommateurs. Et ce réseau, il n'existe pas encore tout à fait, cette filière? Ça commence. Franchement, là-dessus, moi, je voudrais vraiment saluer tout le travail que fait, que ce soit l'ADEME, il y a l'ARCEP aussi qui travaille dessus, sur la partie numérique, mais pour mutualiser, mettre en place des plateformes pour faciliter l'accès à ce type d'informations. Parce qu'en fait, c'est éparpillé partout. On a besoin notamment d'organisations comme l'ADEME pour avoir facilement accès et avoir l'information facilement. D'ailleurs, cette campagne elle est menée par l'ADEME et l'ARCEP. Vous avez eu raison de les citer. Dans votre livre 2050 Crash ou Renaissance qui doit sortir le mois prochain, vous abordez aussi la question de l'utilisation du numérique comme un levier environnemental. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Oui, c'est plusieurs choses. Il y a un premier point qui est important, c'est qu'on peut utiliser le numérique pour récupérer des informations, par exemple sur sa consommation d'énergie. Imaginons qu'on ait soit des distributeurs ou des bornes relais, etc. Plutôt que de faire la tournée à chaque fois, si on a l'information qu'il faut que c'est rempli ou qu'au contraire, ça ne sert à rien d'y aller, eh bien, effectivement, on peut utiliser le numérique pour ça. Après, encore une fois, il faut bien sûr voir la balance des choses. Oui, mais c'est important de le dire, parce que c'est pas le numérique, certes, avec nos usages et avec l'explosion des objets, et de plus en plus consommateurs d'électricité, d'énergie, et donc producteurs de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un levier d'économie. C'est ce qu'il faut avoir en tête, quoi. Oui, et toujours faire effectivement la balance. Il y a d'autres exemples, le passoire thermique. Lorsque vous pouvez utiliser des drones pour facilement voir un immeuble, voir quels sont les lieux où il y a les plus grandes pertes d'énergie, et après se focaliser d'abord sur les bâtiments ou les appartements où il y a le plus de pertes d'énergie, plutôt que potentiellement rénover tout le bâtiment, si c'est pertinent. Ça, c'est un exemple. Après, si vous faites ça sur toute la France, partout, alors que dans certains cas, ça ne sert à rien, non. Il faut vraiment avoir des mesures adéquates et l'utilisation adéquate des technologies. Autre exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le tri, c'est ça, pour automatiser le tri? Vous avez des exemples en tête? Oui. Un des gros problèmes aujourd'hui, notamment dans le domaine du textile, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont effectivement envoyés au Ghana pour d'autres raisons, parce que le tri en France coûte cher. Et notamment en utilisant l'intelligence artificielle, notamment avec des caméras pour identifier et faire le tri entre les différentes matières, on permettrait effectivement plus facilement de le recycler. On peut utiliser aussi des robots collaboratifs, bien sûr avec l'aide de personnes, l'objectif c'est pas de remplacer les gens, pour faciliter l'économie circulaire en France, plutôt que de l'envoyer ailleurs ou carrément l'envoyer par exemple au Ghana ou ailleurs pour que ça soit après jeté. Alors l'avenir du numérique, c'est sans doute le métaverse. En tout cas, c'est le pari que fait par exemple le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, en renommant son groupe Meta. Est-ce que c'est potentiellement, là encore, si on ne prend pas les précautions, si on ne fait pas attention, une catastrophe sur le plan environnemental? Alors, sur le plan individuel, on va dire c'est comme créer un paradis artificiel. Il y a Ready Player One, notamment, qui est un film, où grosso modo, c'est l'enfer autour de vous, mais vous êtes dans une sorte de paradis artificiel. Oui, c'est une catastrophe parce qu'il faut énormément, sur le plan individuel, sur le plan beaucoup d'énergie, il faut créer des interactions, ça va consommer aussi beaucoup de matières premières, etc. Donc oui, néanmoins, il y a comme un point sur le plan plus des entreprises, ça a du sens. Si par exemple, on doit concevoir, je sais pas, des usines ou des solutions en avance et éviter pour le coup des dépenses ou pour optimiser par exemple, je sais pas, les flux d'énergie ou les flux de consommation. Là, ça peut effectivement avoir du sens.
dans ce cadre-là. Mais c'est pas le métaverse tel que Mark Zuckerberg le voit, quoi. Merci beaucoup, merci Dimitri Carbonel. Je rappelle le titre de votre livre à paraître courant février 2050, Crash ou Renaissance. À bientôt, évidemment, sur le plateau de Smart Impact. On passe à notre débat, un partenariat pour consommer moins d'eau et d'énergie.